Nygaard comme vous ne l'avez jamais vu. Il m'a dit de tout filmer. J'ai des tonnes d'images. Voici des images inédites que le vidéaste personnel de Peter Nygaard nous dévoile. Quand j'ai été embauché, Nygaard m'a dit que si Jésus est si populaire, c'est qu'il avait une bonne équipe de relations publiques. Mon travail consistait à tout filmer. Et Stephen Ferralio parle aussi pour la première fois. Personne d'autre n'a de telles preuves. Il utilise le pouvoir, l'influence, sa marque pour montrer au monde « Je suis Peter Nygaard et je contrôle tout ce que je touche ». Very nice, very nice. So disgusting, your fucking behaviors. It's the worst fucking place I visit. Sheer fucking neglect. Il savait comment acheter les gens. Il achetait des politiciens. Les jeunes filles se disaient qu'elles n'avaient pas le choix. C'est tragique. J'étais avec ma sœur et ma cousine au centre commercial quand nous sommes passés devant la boutique Slim de Nygaard. Cette jeune femme a rencontré Peter Nygaard en magasinant dans l'une de ses boutiques aux Bahamas. À l'époque, elle n'avait que 14 ans. Elle est l'une des 57 femmes qui font partie du recours collectif déposé à New York l'an dernier contre Nygaard. Nygaard est venu, il a pris mes mesures. Il voulait s'assurer que ses clientes portent des vêtements parfaits. Puis on a pris des photos à l'avant de la boutique. Ce qui est arrivé ensuite est une histoire souvent entendue aux Bahamas. Il m'a parlé de mannequinat, puis une femme est venue prendre mon numéro de téléphone. 3 jours plus tard, elle m'a dit qu'elle viendrait me chercher chez moi et à quelle heure être prête. Nous avons dîné. Je pensais que nous parlerions de mannequinat. Mais après le repas, il m'a dit « Allons dans un endroit tranquille pour parler affaires ». Il m'a amené dans sa chambre à coucher. You gotta really decide in your head just what is it you want to do, and in a systematic way you drive yourself towards it. And then you have to say, okay, if I'm going to do this, this is what I have to do to get there. Les archives regorgent d'entrevues où Peter Nygaard vante sa réussite et parle de son enfance pauvre. We didn't have running water, we didn't have heat. Né en Finlande, il immigre avec ses parents au Manitoba en 1952. Dès 1967, il a acheté des parts d'une petite entreprise de vêtements pour femmes, Tanjay. De Winnipeg, il bâtit au fil des décennies un empire mondial de la mode, Nygaard International. If you want to be the best in the world, you can't pursue much more than that. Mais au fil de son ascension, les rumeurs d'inconduite sexuelle courent. Une accusation de viol abandonnée en 1980 et des allégations de harcèlement sexuel de la part de ses employés dans les années 90. Mais rien n'arrête Nygaard. On est encore bien avant le mouvement Moi aussi. Peter Nygaard a pu échapper aux soupçons à Winnipeg, mais vous allez découvrir comment sa fortune et son pouvoir l'ont aussi longtemps rendu intouchable aux Bahamas. Dans les années 90, Nygaard a acheté l'extrémité ouest de la principale île des Bahamas, la rebaptisant de son nom. Pendant près de 3 ans, Stephen Ferralio a été payé pour documenter pratiquement tout ce qui se passait dans l'univers de Peter Nygaard. Chaque fois que Nygaard était aux Bahamas, c'était la fête le dimanche. Il y avait de la nourriture, de l'alcool, de la danse, de la musique, du volleyball, du poker. Tout le monde buvait, il faisait la fête. Nygaard présente ses fêtes comme sa façon de gâter les femmes de l'île, pour leur permettre de se détendre et de s'amuser. Ce n'étaient pas les fêtes innocentes qu'il décrivait. Tout n'était qu'une horrible illusion.
Richette Ross a commencé à travailler comme massothérapeute de Nygaard en 2009. Avec le temps, je me suis aperçue que ce n'était pas juste un travail. C'était un grand bordel. Richette dit qu'elle n'aimait pas ce qu'elle voyait lors des fêtes de Nygaard, mais elle estimait ne pas avoir le choix. J'étais le seul gagne-pain avec 6 personnes à charge. Aux Bahamas, aucun autre emploi ne m'aurait payé ce que Nygaard me donnait. Ces fêtes étaient une façon d'attirer des filles pour que M. Nygaard couche avec elles. Nygaard descendait et choisissait une fille, généralement saoule. Il l'attrapait, dansait avec elle, puis à la fin de la soirée, il me donnait le signal d'arrêter de filmer. Il montait ensuite dans sa chambre, parfois avec 2, 3 filles ou plus. Je me souviens d'une Bahamienne qui est montée dans la chambre de Nygaard. Elle ne voulait pas coucher avec lui. Elle a réussi à s'enfuir. Elle était nue. Elle a essayé d'escalader la grille. Le garde du corps est sorti, l'a empoignée et l'a ramenée à l'intérieur. Lors de ces fêtes, c'était fréquent. Certaines des femmes choisies par Nygaard ne pouvaient pas fuir, même si elles l'auraient voulu. Si une femme disait non, des employés la droguaient, puis ils la préparaient pour lorsque Nygaard serait prêt à monter avec elle. Les barmen avaient l'habitude de verser la drogue dans le verre des femmes, en particulier celles qu'ils savaient que Nygaard aimait. Les collègues de CBC ont parlé à 2 autres femmes qui ont affirmé avoir vu de la poudre blanche au fond de verre tendue par les barmen de Nygaard. Et 4 femmes ont dit croire qu'elles avaient été droguées avant d'être violées. Une femme est venue dans le quartier où nous passions la plupart de notre temps. Elle nous a dit que si on le voulait, on pourrait aller à Nygaard Key. Dans la poursuite civile contre Nygaard, cette femme est la victime numéro 3. C'est également sa première entrevue télévisée. Elle dit avoir rencontré Nygaard en 2011. Je n'étais jamais allée de ce côté de l'île. C'était fascinant. Tous ces palmiers magnifiques. Tout était si luxueux, je n'avais jamais vu ça. Elle m'a demandé si je voulais rencontrer M. Nygaard. Lorsque je suis entrée dans la pièce, il m'a invité à m'asseoir. Il m'a offert un verre de vin que je n'ai jamais fini. Après avoir répondu à quelques-unes de ses questions, j'ai commencé à avoir la nausée. Je me sentais malade, comme si je n'étais pas moi-même. Il m'entraînait dans une chambre. Il y avait des draps avec des fleurs. Je me souviens qu'il y avait comme un grand miroir au plafond. Il y avait une vue sur la baie. On aurait dit que la chambre était entourée d'eau. Il m'a invité à m'asseoir sur le lit. Il me tirait par la main. Je n'étais pas à l'aise, confuse. J'avais la tête qui tournait. Je craignais de vomir. Il a commencé à me pousser et j'ai dit « Stop, stop ». Tout tournait autour de moi. Il a commencé à baisser mon pantalon et il m'a pénétré. Selon la poursuite civile, Peter Nygaard a violé les victimes numéro 1 et 3 alors qu'elles n'avaient que 14 et 15 ans respectivement. À de nombreuses reprises, j'ai vu des filles à qui on avait promis qu'elles deviendraient des mannequins vedettes, mais c'était faux. Après en avoir abusé sexuellement, il les oubliait. Elles disparaissaient aussi vite qu'elles étaient apparues. Nos collègues de l'émission The Fifth Estate à CBC enquêtent sur des allégations semblables depuis un premier reportage en 2010. Ces fêtes n'avaient rien à voir avec le mannequinat. Il s'agissait simplement de lui procurer des femmes, parmi lesquelles choisir pour la nuit. Michelle et Alan May ont travaillé pour Nygaard aux Bahamas où il gérait sa propriété.
C'est là qu'ils ont rencontré une jeune dominicaine, Maribel Rodriguez. Elle devait avoir 17 ans. Elle ne parlait pratiquement pas anglais. Elle croyait être là pour devenir mannequin. Tard un soir, les May disent qu'un événement a affolé Maribel Rodriguez. Elle a paniqué et s'est mise à hurler et à pleurer. Elle s'est réfugiée chez nous. Quand The Fifth Estate a raconté ces événements en 2010, l'avocat Nygaard a envoyé une déclaration de Maribel Rodriguez indiquant que son séjour avait été agréable et amusant et que Nygaard était un vrai gentleman. J'ai d'abord rencontré Maribel Rodriguez lors d'un voyage en République dominicaine en 2012. C'est elle avec le bustier bleu. Selon le vidéaste, Maribel Rodriguez a rapidement été embauchée par l'entreprise de Nygaard après s'être portée à sa défense en 2010. Ensuite, elle est devenue une sorte d'assistante personnelle. Souvent, c'était la plus proche de Nygaard. J'ai fini par la connaître. Elle m'a parlé de son fils et de sa mère en République dominicaine. Ici, Maribel est en rouge. Pour attirer les filles et les garder dans son entourage, Nygaard leur promettait des choses. Pour elle en particulier, c'était une séance photo. Maribel parcourait le monde avec Nygaard et son entourage, qu'il appelait ses petites amies. Ce qui pouvait sembler amusant pour certaines, comme Maribel, ne l'était vraiment pas. Oui, elle voyageait avec lui, mais il les maltraitait parfois. De la violence verbale, mentale. Elles étaient gardées en otage. On leur prenait automatiquement leur passeport, qui était placé dans un coffre-fort à la réception. Pour pouvoir partir, M. Nygaard devait vous donner son autorisation. C'était de loin le trafic le plus sinistre, le plus intense, le plus pervers et le plus violent que j'ai jamais vu. Lisa Abba et Greg Gutzler sont les avocats à l'origine du recours collectif contre Peter Nygaard aux États-Unis. C'est une affaire complexe et les enjeux sont très élevés. Un réseau de traite international à partir de New York, puis partout dans le monde. Des centaines de personnes savaient ce qui se passait et ont rendu ce stratagème possible. Jusqu'à ce qu'un groupe aux Bahamas décide que cela avait assez duré. Selon des témoins, c'est devenu si tendu pour M. Nygaard qu'il a embauché des types pour nous tuer. Après la pause, une chicane entre Peter Nygaard et son voisin aux Bahamas dégénère jusqu'aux allégations de tentative de meurtre. J'ai été agressé sur Jaw Beach par 9 hommes. J'ai réussi à fuir. Vous vous posez sûrement la même question. Comment se fait-il que Peter Nygaard a pu faire ce qu'on lui reproche aussi longtemps sans jamais avoir de problème aux Bahamas? Et c'est pas ce qu'il aurait fait subir à des femmes et à des adolescentes qui a marqué le début de la fin pour lui, non. C'est plutôt une chicane de voisins et une drôle d'histoire de vol de sable dans l'océan. Nous sommes en 2011. Un grand jour pour la fille de Peter Nygaard qui se marie à Winnipeg. La famille et les amis sont rassemblés pour l'occasion. Parmi eux, le maire de Winnipeg de l'époque, Sam Katz, et un invité de marque venu des Bahamas. Perry Christie est l'ex-premier ministre des Bahamas et un ami de Peter Nygaard. He is a significant personality in the Bahamas, known for his philanthropy, a contributor to those who are in need. Le vidéaste de Nygaard, Stephen Ferraglio, a documenté la cérémonie. Nygaard connaissait Christie depuis des années. Il disait qu'il l'avait aidé à obtenir sa citoyenneté aux Bahamas. He was having some difficulty with his residency, and I was introduced to him and facilitated the granting of that certificate
that enabled him to be resident in the Bahamas. Leur relation remonte au moins à 1992, comme le démontre cette lettre envoyée par Nygaard à Christie alors qu'il n'était encore que simple ministre. Nygaard lui rappelle ses dons de dizaines de milliers de dollars et lui demande de l'aider pour ses petits problèmes d'intendance, dont sa demande répétée pour étendre sa propriété en bord de mer sur des terres de la couronne. Le monde entier s'est construit sur une main qui aide l'autre, écrit Nygaard. En 2011, Perry Christie se représente comme premier ministre, avec Peter Nygaard à ses côtés. Nygaard s'est rendu à Las Vegas avec des filles et Perry Christie. Voici une photo de l'un de leurs dîners. Vous avez Nygaard, Perry Christie, et tout au bout à droite, c'est bizarre, elle a une liasse de billets glissés dans son soutien-gorge. Tomorrow, when I'm sworn in as the Prime Minister of the Bahamas, all of you ought to take pride and credit for placing me in that position. Nygaard s'attribue la victoire de Christie. Isn't that wonderful? We won, we won, we won. They were the best nights of my life. I never thought I'd get so involved with politics of all things. Wow. Let alone be the key instrument in making it happen, for Christ's sake. Wow. You know, I got millions in it. Près de 30 ans se sont écoulés depuis cette lettre de Peter Nygaard demandant d'étendre sa propriété de bord de mer. Cette saga va révéler bien d'autres secrets. Je ne connaissais pas Peter Nygaard jusqu'à ce que je découvre ce qu'il faisait pour dénaturer cette magnifique région. Le militant écologiste Joe Darville amène l'équipe de CBC par bateau vers Nygaard Cay pour une autre vue de la propriété désertée de Nygaard. À l'origine, il n'y avait aucune plage devant cette propriété. Il n'y avait que l'océan. Il a pu aménager tout ça et utiliser de la machinerie pour draguer tout ce sable. C'est totalement artificiel. Selon Joe Darville, ce dragage illégal s'est poursuivi pendant plus de 10 ans, doublant la superficie de la propriété de Nygaard. Ça me dépasse qu'un type ait pu faire ça pendant si longtemps, en toute impunité. Il savait acheter le silence des gens, ça ne fait aucun doute. Nous avons dû lutter non seulement contre lui, mais contre le gouvernement. Il aimait se dire plus grand que nature. Il voulait être connu comme un généreux bienfaiteur des Bahamas parce qu'il adore le pays. Cette bienveillance avait un autre but beaucoup plus égoïste. Le pasteur C.B. Moss s'est associé à l'environnementaliste Darville et au voisin de Nygaard, le milliardaire américain Louis Bacon, pour faire cesser le vol de sable par Peter Nygaard. Il ne voulait rien entendre. C'était sa volonté ou rien. Ma voiture était garée devant chez moi, vers 2 heures du matin. Ma fille a vu un véhicule approcher lentement. 2 hommes ont lancé un dispositif incendiaire sur ma voiture. C'était terrifiant, mais ça ne nous a pas dissuadés. Il n'était pas question de se laisser intimider. J'ai été agressé sur Jaw Beach par 9 hommes. J'ai réussi à fuir. L'avocat Fred Smith s'est joint au groupe et il est devenu une cible à son tour. 2 hommes ont déclaré sous serment dans une poursuite aux Bahamas que Nygaard les avait embauchés comme assassins. C'est devenu si tendu pour M. Nygaard qu'à mon avis, il a embauché des types très dangereux pour nous tuer. Ces déclarations n'ont jamais été prouvées en cours et Nygaard nie tout en bloc. Ils l'ont laissé faire tout ce qu'il voulait faire pendant des années.
Il avait carte blanche. Get out of jail free card. The victory is not mine. The victory is yours. Puis, en 2017, il y a eu un changement de gouvernement aux Bahamas. Le docteur Hubert Minnis sera assermenté comme 4e premier ministre des Bahamas indépendante. Perry Christie, l'ami de Peter Nygard, perd le pouvoir et au même moment, Nygard connaît aussi un revers de fortune. Coupable d'outrage au tribunal, le magnat de la mode canadien Peter Nygard a jusqu'au 21 mars pour payer une amende de 50 000 $. Je doute qu'il puisse remettre les pieds sur cette île sans finir en prison. Nygard était accusé d'avoir enfreint une ordonnance lui interdisant de continuer de draguer l'océan jusqu'à la conclusion d'une révision judiciaire. Le public, l'entourage de Nygard et d'autres personnes qui en avaient long à dire ont commencé à voir que la loi pouvait s'appliquer. L'avocat Fred Smith estime qu'il s'agit du début de la fin pour Peter Nygard et de ses complices aux Bahamas. Des langues se sont soudainement déliées pour raconter comment il traitait ses employés. Quelques personnes ont commencé à parler de femmes victimes de violences à Nygard Key, d'abus sexuels. Au retour, le témoignage de l'ex-massothérapeute de Peter Nygard qui aurait eu parmi ses tâches connexes la livraison de pots de vin à des policiers aux Bahamas. Le gouvernement des Bahamas lui avait offert un sanctuaire d'où diriger son trafic sexuel. En découvrant la face cachée de la vie de Peter Nygard, qui en passant au Canada a été honoré, applaudi, décoré, on en revient toujours à la même incompréhension. Comment ça se fait que la police aux Bahamas s'est pas mise à enquêter sur lui? La corruption est une hypothèse très sérieuse. Il était minuit passé lorsque Richard Ross a accueilli son patron Peter Nygard à l'aéroport de Nassau. Il m'a demandé de le conduire quelque part. Je lui ai dit, « Monsieur, il est 1 heure du matin. Où allons-nous? » Il m'a dit de prendre une route de terre près de Jaws Beach. Un autre véhicule les y attendait, qu'elle a reconnu comme celui d'un politicien important des Bahamas. J'ai éteint mes phares et Nygard m'a dit qu'il allait sortir de l'auto, de lui donner quelques minutes. J'ai ouvert un des sacs sur le siège arrière. Et dans chacun des sacs, du moins celui que j'ai ouvert, il y avait des liasses de 10 000 $ US, cash. Elle soutient qu'un homme est venu prendre les sacs d'argent sur le siège arrière. Au fil des ans, Richard Ross est devenu une proche confidente de Nygard. Ses tâches allaient bien au-delà de la massothérapie. J'ai apporté de l'argent à des politiciens. Selon la massothérapeute, des hauts gradés de la police ont aussi reçu des enveloppes d'argent. Lorsque des femmes se présentaient en se plaignant d'avoir été violées, victimes de traite ou kidnappées, il n'y avait jamais de rapport de police. Monsieur Nygard apprenait où la femme vivait et elle était soit intimidée ou payée pour disparaître dans la nature. Pour appuyer ses dires, Richard Ross a fourni 3 mois de ses propres relevés bancaires de 2016, indiquant le dépôt de près de 60 000 $ provenant de la société mère Nygard International, suivi d'importants retraits. Le comptable lui remettait l'argent lorsque Nygard était à l'extérieur du pays, afin qu'elle fasse des paiements à son nom. Nos collègues de CBC ont parlé à 3 autres personnes qui ont vu des employés de Nygard remettre de l'argent à des politiciens et des policiers. Dans un cas, Nygard l'aurait fait personnellement. Questionné sur ces allégations de corruption, le commissaire de la police royale des Bahamas a refusé de répondre, en invoquant le procès aux États-Unis. Il a toutefois déclaré « Nous n'avons reçu aucune plainte concernant la complicité de quelque officier de la police royale des Bahamas que ce soit. » CBC a également interrogé l'ex-premier ministre Perry Christie par téléphone au sujet de ses liens financiers avec Peter Nygard. I've spent 43 years in public life.
There's no equivocation about my commitment to integrity. And so I just want to be able to say it clearly and as strongly as I possibly can to you. I have no fear of any investigation into my conduct in my public life. Full stop. Malgré tout, Richette Ross demeure une employée loyale jusqu'à ce que tout bascule. C'est devenu trop pour moi lorsque M. Nygaard a décidé d'organiser un camp pour enfants à Nygaard Key. Un jour, lors de ce camp, Richette a perdu de vue sa sœur de 13 ans. Je me suis immédiatement mise à sa recherche sur la propriété. J'ai aperçu M. Nygaard emmenant ma sœur, qui était en maillot de bain, vers sa chambre. Je lui ai demandé où elle allait. Elle m'a dit « M. Nygaard veut que je parade pour lui dans un de ses ensembles slim ». Je lui ai demandé de retourner à la plage. Quand elle est partie, M. Nygaard et moi avons échangé un regard et il m'a fait ce petit sourire en coin. Quand il a fait ça, c'est à ce moment-là que j'ai craqué. Parce qu'il ne venait pas juste de franchir une ligne, il m'avait manqué de respect, à tous les égards. Il a tout brisé. Richette Ross a continué de travailler pour Nygaard, mais elle ne pouvait plus se taire. Richette et quelques autres ont commencé à nous fournir des renseignements, puis des victimes se sont manifestées. J'en suis venu à la conclusion que Nygaard abusait de tout le monde. Pour les opposants de Peter Nygaard aux Bahamas, le vent allait commencer à tourner. C'était comme une opération pyramidale qui commençait par le bas vers le haut. Une femme victime de traite devenait recruteuse. Elle trouvait 4 femmes qui, en retour, en dénichaient 4 autres. Vous aviez alors un incroyable labyrinthe de personnes trempant dans cette opération criminelle. C'est une poursuite explosive qui a suscité des comparaisons avec Jeffrey Epstein. En février 2020, les avocats Lisa Abba et Greg Gutzler estimaient avoir tout ce dont ils avaient besoin. Ils ont déposé une poursuite à New York au nom des 10 premières femmes, alléguant de nombreuses agressions sexuelles commises par Peter Nygaard. Il avait choisi les Bahamas, n'est-ce pas? Il a fini par opérer au vu et au su de tous. Le gouvernement des Bahamas lui avait offert un sanctuaire d'où diriger son trafic sexuel. 10 femmes ont lancé une action collective contre Peter Nygaard. Cette nouvelle a vite fait le tour du monde et c'est alors qu'un proche de Nygaard s'est manifesté. Son témoignage appuyé par des centaines d'heures de vidéos exclusives. Sans mes images, il allait s'en tirer. Personne d'autre autour de Nygaard n'a de telles preuves. Au retour, sexe, mensonges et vidéos. Dans le passé, des filles ont dit « J'ai trouvé une autre fille, je n'aurai pas besoin de coucher avec Nygaard ce soir. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enquête journalistique de nos collègues de CBC a été longue et compliquée. Ils ont même fait face à des accusations criminelles en diffamation. Et ce que vous allez découvrir, c'est que Peter Nygaard se serait servi de l'une de ses victimes pour mettre des bâtons dans les roues aux journalistes. Il y a 1 an, 10 femmes ont déposé une première poursuite contre Nygaard. Le FBI et la police de New York ont fouillé les bureaux de Times Square dans le cadre de l'enquête criminelle sur des allégations de trafic sexuel. Peu de temps après, Peter Nygaard démissionne de sa propre entreprise. Ces allégations sont entièrement fausses. Nous nous défendrons vigoureusement. Cela fait partie d'une vicieuse et malveillante conspiration menée depuis 10 ans contre Nygaard par ses ennemis. L'ennemi numéro 1 de Nygaard, qu'il croit être le conspirateur en chef contre lui, est son voisin aux Bahamas, le milliardaire Louis Bacon. Il le soupçonne d'être la source d'un premier reportage que CBC a diffusé en 2010. 2 Canadian women who say they were raped by former fashion executive Peter Nygaard are telling their stories publicly for the first time. 18 are Canadian. Tonight, for the first time. Or, les gestes dénoncés par ces femmes sont survenus bien avant l'arrivée de Louis Bacon aux Bahamas.
L'actrice canadienne et mannequin April Tillich affirme avoir été violée par Nygaard à Winnipeg en 1993. L'ex-employée Jana Larson accuse elle aussi Nygaard de l'avoir violée lors d'un voyage d'affaires en 1980. Et l'ex-mannequin international Casey Allen affirme que Nygaard l'a violée dans son entrepôt de Winnipeg en 1979. Les gens de Winnipeg ne le portent plus au nu. Personne d'autre autour de Nygaard n'a de telles preuves. Et puis, il y a le vidéaste de Nygaard, Stephen Ferraglio. Je crois que lorsque les gens se pensent au-dessus des lois, la meilleure façon de leur prouver le contraire, c'est de le leur faire voir, justement. Je possède des preuves irréfutables. Et je veux maintenant faire ma part pour rectifier les choses. Nygaard s'est adressé aux tribunaux pour empêcher la diffusion de ces vidéos. Certaines de ces images sont difficiles à regarder pour moi. Je vous les montre quand même. Nygaard a certainement mauvais caractère. Il nous a engueulés, surtout moi. C'était stressant. Ferraglio a proposé à Louis Bacon, l'ennemi juré de Nygaard, de subvenir à ses besoins et de payer ses frais juridiques en échange des vidéos, incluant ces images compromettantes tournées dans le jet privé de Nygaard. Dans l'avion, il y avait de la nourriture, du poker, puis du karaoké, un film. Et après, il y avait la beuverie et la danse. Nygaard avait un lit à l'avant de l'appareil où il couchait avec les filles. Cette vidéo a été filmée dans l'avion de Nygaard en 2012. Cette fille est mineure. Je l'avais vue à l'une des fêtes, c'était la première fois, je pense. Elle est devenue l'une de ses petites amies. Elles étaient là pour assouvir les pulsions de Nygaard. Il se pavanait avec elles au restaurant et dans ses réunions d'affaires. Il les appelait ses petites amies. Ici, c'est à Las Vegas. Il est confus, il pense qu'il y a plus de filles qu'il n'y en a vraiment. Ici, c'est à Londres. Nygaard est ici au village des athlètes lors des Jeux olympiques de 2012. Au cours de la conversation, il découvre qu'elle a 16 ans. Ce qui explique ça, c'est que dans le passé, des filles ont dit « J'ai trouvé une autre fille, je n'aurai pas besoin de coucher avec Nygaard ce soir ». C'est très typique de la manière de recruter. Souvenez-vous de Maribel Rodriguez, 17 ans à l'époque, qui semblait bouleversée un soir où elle avait trouvé refuge auprès des May. Elle était assise à côté de moi, en larmes. Je l'ai enlacée en lui demandant ce qui s'était passé. Elle m'a dit « Il faut que je parte d'ici ». Nygaard s'est servi de la déclaration de Maribel, selon laquelle il était un parfait gentleman, pour intenter des recours civils et criminels en diffamation contre nos collègues de CBC qui avaient fait le premier reportage de 2010. La peine prévue peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Entre-temps, Nygaard avait embauché Maribel Rodriguez comme assistante personnelle. Elle le suivait pratiquement partout. Mais en coulisses, Stephen Ferraglio affirme qu'il était clair qu'il abusait d'elle. Nous étions à l'hôtel en Chine et j'ai entendu des cris à l'autre bout du corridor. C'était Maribel et Nygaard. Ils criaient. Elle était recroquevillée sur le plancher, en pleurs, totalement effondrée. Ferraglio affirme qu'un jour, il a reçu l'ordre de tourner une entrevue top secrète avec Maribel.
Elle avait une déclaration à lire. J'ai dû interrompre le tournage à plusieurs reprises. Mary Bell pleurait. Je devais l'aider à prononcer certains mots. C'était évident qu'elle n'avait pas écrit cette déclaration. Elle la lisait contre son gré. Un employé haut placé de Nygaard qui était présent nie qu'elle a été contrainte. Mais quel était le but d'écrire cela pour elle? Je me souviens qu'elle a dit que Peter Nygaard était un gentleman avec elle, qu'elle n'avait jamais rencontré l'aimé. Pourquoi Mary-Belle Rodriguez aurait accepté de faire cette déclaration? Elle m'a déjà dit que ce travail était insensé, mais qu'elle devait le faire pour soutenir sa famille. Je sais qu'elle envoyait directement son argent à sa mère et à son fils par amour pour sa famille. En novembre dernier, les accusations criminelles contre CBC ont été suspendues. La témoin vedette, nulle autre que l'assistante personnelle de Nygaard, Mary-Belle Rodriguez, a refusé de témoigner contre les journalistes. Lorsque CBC a récemment essayé de joindre Mary-Belle par l'entremise de son avocat, elle a refusé de répondre aux questions. Richette Ross est aussi poursuivie par Nygaard qui prétend qu'elle a été payée pour faire de fausses allégations. Il cite un article du New York Times selon lequel 2 de ses accusatrices auraient été payées pour mentir. Personnellement, je pense qu'ils ont peur. Le clan Nygaard attaque sa crédibilité parce qu'elle a reçu un salaire du groupe d'opposants à Nygaard aux Bahamas, ainsi qu'un logement qui vaut environ 5 000 $ par mois. Peu après avoir déménagé, mon ancien appartement a été visé par des coups de feu. Si j'avais encore été là, que me serait-il arrivé? Que seraient devenus mes enfants? Affronter cette situation avec M. Nygaard, c'est très risqué, parce que vous ne vous attaquez pas seulement à un multimillionnaire. Vous attaquez le gouvernement des Bahamas et la police. Quel est son rôle dans la saga Nygaard? Complice, lanceuse d'alerte ou elle-même victime? Je me souviens de m'être retournée pour lui dire « Je ne me sens pas bien ». C'est la dernière chose dont je me rappelle. J'étais dans les vapes. La première fois que j'ai ouvert les yeux, je n'avais plus de pantalon. Et je me souviens d'avoir perdu la carte pendant un moment, et quand j'ai ouvert les yeux à nouveau, il était sur moi. Dans la poursuite aux États-Unis, Richette Ross est la victime numéro 8. Nos collègues de CBC ont parlé à 19 femmes qui disent avoir été violées par Peter Nygaard. Elles se disent toutes soulagées que les secrets et les mensonges de Nygaard soient enfin révélés. C'est un soulagement. Je ne me cache plus, je n'ai plus besoin de fuir. J'affronte mon agresseur. Tu ne m'as pas seulement fait mal. Tu as pris une part de moi que je n'ai jamais voulu te donner. Ce n'était pas la première fois que tu faisais ça. Je ne suis pas la première à qui c'est arrivé. Mais j'espère que le fait que je parle fera de sa dernière victime sa dernière victime. Bien sûr qu'il dirait que c'est une campagne de salissage parce que j'avais 15 ans à l'époque. Et lui, quel âge avait-il? C'est sûr qu'il ment, parce qu'aucun homme de 70 ans devrait s'en prendre à une fille de 15 ans. Petite, je voulais être une chef étoilée. Mais après tout ça, je veux entrer dans la police pour protéger mes amis, ma famille. Je veux protéger les enfants dans la rue. Je veux que justice soit faite. Peter Nygaard a été arrêté. Les autorités américaines veulent le traduire en justice à New York. Le magnat canadien de la mode, Peter Nygaard, est en prison. Peter Nygaard a comparu cet après-midi, menotté et échevelé. Il n'a rien déclaré. Ironie du hasard, la même semaine où Peter Nygaard était arrêté, son avion privé, son trophée, était réduit en pièces pour être vendu à la ferraille.